Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous accueillir, le GIP Avitem Villa Méditerranée. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences sur les questions politiques et sociétales en Méditerranée. Et par sociétal, nous ouvrons des thèmes très différents comme l'économie, l'urbain, les questions sociales. Les règles du jeu de ce cycle, c'est à chaque fois de prendre un pays pour mieux comprendre ses enjeux. Aujourd'hui, c'est l'Algérie. Le thème, c'est de la sécurité à l'économie. L'Algérie qui a été aujourd'hui, ce mois-ci à la Villa mise à l'honneur. Nous avons reçu il y a quelques jours de nombreuses entreprises franco-algériennes sur une rencontre de réseau pour que les accords d'entreprise puissent se développer à cette échelle franco-algérienne. Nous accueillons encore d'autres rencontres sur Algérie et Afrique. Voilà, donc ce mois-ci, et en lien avec le MUSEM, nous essayons de comprendre ensemble cette question de ce pays, de l'Algérie. Alors, sur cette conférence, c'est François Burgat qui va animer. Je crois que vous le connaissez bien, parce que c'est lui qui anime tout ce cycle de conférences en tant que partenaire et acteur du WAFA, qui est un programme de recherche qui regroupe plusieurs laboratoires de recherche, dont un qui est la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui est installée sur notre métropole, Aix-Marseille-Provence. Mais il y a aussi d'autres laboratoires, comme un laboratoire de Sciences Po Paris. Et donc, c'est dans le cadre de ces travaux de recherche que vous avez choisi d'inviter deux débattants. On va commencer par Louisa. Louisa Driss Aït Hamad, on dit Hamadouche, mais je sais pas le... Voilà, vous êtes spécialiste de l'Algérie, vous êtes professeur émérite à l'université d'Alger 3. On ne dit pas émérite? Émérite, c'est à partir d'un certain âge, proche du mien. Oh, pardon, parce que la dernière fois, tous les professeurs voulaient être émérites. Alors, mais vous êtes professeur, jeune professeur à l'université d'Alger 3. Et puis, Akram Belkaïd, vous êtes journaliste, on vous a lu, on vous a lu souvent, notamment dans le monde diplomatique. Voilà, donc vous allez être deux débattants, un plus sur l'économie et un plus sur les questions justement politiques. Et tout ça vu à travers effectivement un prisme plus large des questions géopolitiques à l'échelle de ce grand territoire méditerranéen. Voilà. Juste avant de vous passer la parole, deux petites informations. Une information, il y a une exposition au sous-sol qui est fort intéressante, qui s'appelle La mer destination finale, et qui est une exposition qui interpelle sur nos pratiques et sur les questions du plastique dans les mers et océans. Ces plastiques qui constituent désormais un nouveau continent. Voilà, avec un continent qui plonge sur 15 mètres de profondeur, qui est grand comme le Texas, et simplement qui se construit par nos pratiques de rejet de ces plastiques dans les fleuves, tout ça arrivant dans la mer, sans autre forme de procès. Voilà. Et donc, c'est une question importante sur la gestion des mers et des océans. Ça interpelle et en même temps, ça nous donne des pistes pour voir comment, à nos échelles individuelles, on peut changer les choses
en modifiant nos usages. Voilà, donc je vous conseille d'y aller, d'amener vos enfants, vos parents, vos petits-enfants, vos arrière-grands-parents. Voilà, tout ce monde-là peut aller voir cette exposition. Et puis les mardis de la Villa continuent, hein, donc c'est extrêmement important pour nous que vous soyez fidèles à ces moments de rencontre. Certains auront plus trait désormais aussi aux questions urbaines qui relèvent des questions sociétales dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Merci à la maison que vous représentez de nous donner l'occasion de nous retrouver une nouvelle fois ce soir. Et comme je le dis régulièrement, d'entendre la voix de nos conférenciers, qui ne sont pas des débatteurs. Ce n'est pas construit sur le logiciel forcément du débat. J'espère qu'ils sont plus complémentaires, mais ils ont le droit d'avoir des différences. Donc pas seulement pour entendre la voix de nos conférenciers, mais on l'espère bien pour entendre votre voix, pour qu'il y ait une interaction avec la salle. On parle de l'Algérie, alors on dit oui, oh, c'est banal, l'Algérie c'est un pays qu'on connaît, n'est-ce pas? C'est tellement proche. Et puis, quand on y regarde de près, et c'est une bonne chose, on s'aperçoit qu'à force de dire l'Algérie, on connaît, eh bien, il faut constater que, bon, pour certains d'entre nous, parce qu'on a pris des années, nos connaissances sont devenues obsolètes. Pour d'autres, eh bien, ils n'ont pas encore franchi cette mer qui recèle quand même beaucoup de surprises, beaucoup de dynamique, beaucoup de transformations. L'Algérie est faussement familière. J'ai fait une remarque voisine l'autre jour à propos du Liban. J'ai dit le Liban, le Liban, on connaît. Non, on connaît le Liban francophone, mais quand on passe déjà la barrière linguistique, on connaît moins bien. Quand on passe la barrière religieuse, on la connaît moins bien. L'Algérie, c'est la même chose. On a tous, hein. Moi, j'ai été lié comme 80% d'entre vous, sans doute, dans la salle. On a tous un petit morceau d'Algérie et on s'aperçoit qu'il y a mille et une façons d'être relié historiquement, familialement, politiquement à l'Algérie. Ça ne fait pas forcément une connaissance scientifique et je pense que très modestement, chacun d'entre nous, il faut qu'on accepte qu'on a besoin de remettre notre logiciel à jour de temps en temps. Donc c'est l'ambition de cette soirée, c'est de remettre un petit peu nos pendules algériennes à l'heure. On n'est plus dans la décennie noire, on n'est plus dans l'Algérie pétrolière simple. On évoquait avec Louisa, puisque c'est un pays où j'ai séjourné moi dans les années 70, l'Algérie des certitudes, hein, quand on construisait la transsaharienne, le grand barrage vert, la révolution agraire. Non, l'Algérie est maintenant n'a plus exactement les mêmes défis politiques qu'elle a eu de façon aiguë pendant les 2 décennies écoulées, et elle est en train de voir se former des défis économiques aigus, hein. Donc très simplement, il y aura 2 dominantes dans les interventions. La dominante politique, très logiquement, l'ensemble des conférences que nous avons organisées dans le cadre de ce programme européen, il fait résonner la situation d'un pays avec le mot printemps arabe, hein. Printemps arabe, Algérie, il y a beaucoup de façons de corréler ces deux notions. Moi, je vais en adopter une très provocante et les conférenciers ne sont pas du tout obligés d'être d'accord. Quelque part, j'ai dû écrire que, à mon sens, il y a une dispute entre Algériens et Syriens. Il y a des Syriens parfois qui disent « c'est nous le premier printemps arabe » en 1982 à Hama. Mais il y a des Algériens qui peuvent dire légitimement, il y a bien eu à la fin des années 90 une protestation populaire qui s'est exprimée relativement légalement, qui a donné lieu à un changement du rapport de force et qui a été réprimée dans les conditions que l'on sait. Et si on accepte cette représentation-là, alors à ce moment-là, l'Algérie serait encore à l'avant-garde du monde arabe. Mais elle serait dans la phase de sortie de celle où se trouve l'Égypte depuis 2013. On peut très bien adopter le schéma de dire qu'il y a eu une contre-révolution en janvier 1992 en Algérie et une phase contre-révolutionnaire très autoritaire. Et l'Algérie est en train de nous montrer la voie de la fin de cette contre-révolution autoritaire. On n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus. Il y a d'autres constructions, il y a d'autres schémas explicatifs. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs façons de construire la perception que nous avons de la corrélation possible entre notion de printemps arabe
et puis Algérie. Et puis l'économie, eh bien, on le sait, l'un des grands défis de l'Algérie, peut-être l'un des échecs, si le mot n'est pas trop fort, mais c'est celui de la Libye également, c'est d'avoir échoué à dépasser le stade de l'économie rentière. On dit souvent, quand on compare l'Algérie et la Tunisie et le Maroc, que la Tunisie et le Maroc n'ont pas eu ce cadeau empoisonné d'une rente pétrolière qui ne les a pas contraints à diversifier leur économie. Et donc l'Algérie est restée dans le confort d'une économie rentière. Et que se passe-t-il quand, mon Dieu, le barreau de la chaise sur laquelle on est assis, c'est-à-dire les cours gaziers et pétroliers, régressent dans des dimensions aussi spectaculaires, totalement inattendues. Qui aurait dit qu'on pourrait aller vers un baril à 30 et donc l'Algérie a maintenant, de façon urgente, un défi économique à surmonter. Donc voilà les deux grands dossiers qu'on va examiner ce soir, avec d'abord, pour la version politique, par Louisa Driss Ait Hamadouche, qui est là ce soir, non pas, comme je suis sûr que certains l'ont dit, parce que c'est le 8 mars et il fallait bien qu'il y ait une femme à la tribune. Non, ça serait une vision extrêmement sexiste et réductrice. Louisa est là parce qu'elle est une des plus brillantes commentatrice depuis son poste de maître assistante à l'université d'Alger. Vous verrez en la googlant que de RFI au Figaro, des deux côtés de la Méditerranée, les médias se la disputent pour commenter la situation politique. Et vous pourrez, maintenant, on n'a plus besoin de lire des bibliographies, vous pourrez la retrouver en la googlant, notamment dans des articles sur la politique étrangère dans la revue Maghreb Mashrek, mais dans de très nombreuses interventions médiatiques également. Akram Belkaïd, je ne peux pas dire qu'il est là, lui non plus, à cause du 8 mars. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas là parce que c'est le jour de la femme. Akram, tu es là parce que tu es l'un des commentateurs les plus autorisés, pas seulement de la vie politique en Algérie, mais de la relation franco-algérienne. D'Akram Belkaïd, si vous googlez simplement les chroniques du Blédard. Alors vous les retrouvez sous des formes éditoriales, soit au goutte à goutte, soit regroupées. Vous pouvez trouver aussi un retour d'Algérie, qui est une autre forme d'écho de Français ayant renoué avec le terroir algérien. Vous pouvez le retrouver sur Le Monde diplomatique, qui est très connu, mais aussi sur un autre organe de presse qui est moins connu et qui devrait l'être davantage, qui est Orient 21. Qui est ce site dont pendant longtemps, Orient 21 avait un imam caché. On n'avait pas le droit de dire son nom, parce que c'était Alain Grèche et il avait une relation de nature juridique avec le monde diplomatique qui lui interdisait de s'afficher comme le patron d'Orient 21. Il a pris sa retraite du monde diplomatique. On peut dire maintenant que Orient 21, c'est le mode d'expression. Il en a un nouveau aussi avec un site contre-attaque qui se prend au problème de l'islamophobie. Mais Orient 21, c'est vraiment un site qui, une fois par jour, vous donne une contribution qui est sérieuse, qui est aussi peu passionnelle et idéologisée que c'est possible sur ces sujets très brûlants. Voilà, je pense que nous avons à mettre en route peut-être un PowerPoint. Et Louisa, en vous remerciant une nouvelle fois, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci François, merci à tous d'être venus, merci d'avoir bravé le vent qui a failli m'emporter dans la mer. Ça m'aurait arrangé, je serais repartie sur Alger. J'ai vraiment, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Donc merci déjà d'être présent et de votre intérêt pour l'Algérie. Effectivement, lorsque François nous a proposé ce débat, les choses se sont logiquement départagées entre Akram et moi. Akram a pris l'aspect économique et j'ai pris l'aspect lié à la sécurité et à la politique. En y réfléchissant un petit peu, j'ai essayé de trouver un angle qui soit en même temps d'actualité, en même temps qui ne soit pas trop rébarbatif. Et j'ai pensé à la sécurité en parlant de l'Algérie comme un acquis non consolidé. Donc, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est un acquis et pourquoi est-ce que c'est non consolidé. Et la consolidation, pour moi, fait aussi référence au phénomène de transition. Vous savez que pour qu'une transition démocratique soit réussie, il y a une phase de consolidation qui est extrêmement sensible, extrêmement nécessaire. Et l'échec de cette phase conduit très souvent à l'échec de la transition. Donc, et en fait, le fait que la sécurité soit un acquis, mais qui ne soit pas consolidée, nous amène à nous poser des questions sur l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie de demain. Bien entendu, il est difficile de parler de l'Algérie en dehors du contexte du printemps arabe. François en a parlé.
lorsqu'on parle de l'Algérie et du printemps arabe, il existe aujourd'hui deux positionnements. D'abord, il y a eu clairement un soulagement qui a été ressenti et qui a été exprimé dans de nombreuses études, dans de nombreux sondages d'opinion relatifs à l'opinion publique algérienne. Et ce soulagement a été exprimé dans la mesure où, ouf, le printemps arabe n'est pas passé par l'Algérie. L'Algérie a échappé au printemps arabe. À la place, en tout cas, ce soulagement a été consolidé, renforcé par des réformes que j'ai appelées plutôt réformettes, en tout cas des réajustements d'ordre juridique, d'ordre politique, instaurés dès 2012 par le chef de l'État. Ces réformes concernent les lois sur les partis politiques, sur les médias, sur les associations de la société civile. Sans entrer dans les détails, je dirais tout simplement qu'il y a eu du bon et du moins bon dans cet arsenal juridique sur lequel je reviendrai. Après le soulagement, vient une période d'incertitude et une période d'inquiétude parce que l'Algérie de 2016, ce n'est pas l'Algérie de 2012. Il y a des inquiétudes liées, Akram va en parler, à la chute des prix du baril de pétrole qui constitue pour l'Algérie un défi majeur pour des raisons que vous connaissez tous. Et aujourd'hui, le débat officiel évoque la rigueur économique. On ne parle pas totalement de réformes économiques structurelles. On ne parle pas de crise économique parce que ce n'est pas encore le cas à mon avis. Mais en tout cas, le débat, le discours économique, le discours gouvernemental économique a clairement pris un tournant ces 2 dernières années. Le fait de réduire la situation actuelle au prix du pétrole, bien entendu, s'inscrit dans une vision assez superficielle de la situation parce que le problème de l'économie algérienne, Akram va en parler mieux que moi, ce n'est pas le prix du baril, mais c'est une question de gouvernance économique et donc une question de gouvernance politique. Et lorsqu'on parle de gouvernance politique, nous mettons donc le curseur sur le pouvoir politique, sur l'élite politique dirigeante. Celle-ci a fait de la sécurité son cheval de bataille. Quand on parle d'acquis, c'est aussi un acquis pour cette élite politique. Mais en même temps, jusqu'à quel point peut-on dire que la sécurité est un acquis exclusivement dédié au pouvoir politique en place ? Pour répondre à cette question, je vais aborder je vais tenter d'y répondre à travers 3 aspects. Le premier abordera la sécurité en tant que patrimoine national. J'ai employé le terme de patrimoine qui est très parlant sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel, de façon volontaire, pour bien expliquer que la sécurité fait sens au niveau de la population et pas seulement au niveau de l'élite dirigeante. Ensuite, j'aborderai la sécurité en tant qu'alibi. Là, évidemment, un alibi en faveur utilisé par le pouvoir politique en place à plusieurs niveaux. Et enfin, la sécurité comme un objectif à réinventer. Et c'est le défi, je crois, lié à la consolidation de cet acquis. Bien, la sécurité comme patrimoine, et vous avez remarqué que je parle d'un bien ou d'un capital chèrement acquis. D'abord, pourquoi chèrement acquis ? Parce qu'il est lié à des événements que vous connaissez tous, que l'Algérie a connus dans une histoire très récente. Pourquoi est-ce que je dis que la sécurité est un bien ou un capital chèrement acquis et comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui dans le but de consolider le pouvoir politique en place ? Je vous donnerai deux variables intéressantes. La première est liée au terrorisme et à la lutte antiterroriste et à l'impact de cette lutte sur, regardez, le 45% évoqué sur la figure, fait référence au degré, à la confiance de la population. C'est un sondage politique effectué par le Arab Barometer. Donc 45% représente la confiance exprimée par les Algériens à l'égard des forces de sécurité. Et cette confiance, ce capital confiance, est lié essentiellement à la lutte antiterroriste et au fait qu'aujourd'hui, le terrorisme n'a plus du tout l'intensité ou ne représente plus du tout la menace qu'il représentait par le passé. À titre comparatif, il n'y a aucun acteur politique
institutionnelles ou non gouvernementales qui bénéficient d'un tel capital confiance. La confiance accordée aux partis politiques, au Parlement, aux syndicats, aux associations est de très loin inférieure à ce pourcentage. Le deuxième élément, la deuxième variable, le deuxième paramètre qui me paraît intéressant de souligner, c'est la perception des Algériens à l'égard du printemps arabe, lequel s'est reflété sur leur degré de satisfaction à l'égard des gouvernants. De 10% à 40%, c'est la différence entre le degré, enfin, la satisfaction des Algériens à l'égard des gouvernants en 2010, c'est-à-dire avant le printemps arabe, contre 40% en 2013, après le printemps arabe. Donc en fait, le fait que les gouvernants algériens aient négocié de la façon dont ils ont négocié le printemps arabe, et donc le fait d'avoir contourné les manifestations, les revendications politiques de la façon dont ils l'ont fait, a très largement augmenté le capital confiance et le capital de satisfaction des Algériens à l'égard de leurs gouvernants. Additionné à cela, remarquez que 78% des Algériens ont la conviction que la meilleure façon de changer le système politique en place, c'est la démarche graduelle, laquelle consiste à passer ou à appliquer des réformes graduelles et contrôlées. Donc cela exprime aussi en même temps l'opposition des Algériens, en tout cas d'un très grand nombre, et la plupart des sondages le confirment, à un changement politique rapide, non planifié, non organisé, qui viendrait par le bas au lieu de venir par le haut. Maintenant, pourquoi est-ce que la sécurité comme patrimoine, comme acquis, est un bien ou un capital? Un bien, pour moi, c'est quelque chose que l'on met dans un tiroir et que l'on garde précieusement. Un capital, c'est quelque chose que l'on investit, qu'on cherche à optimiser. Les deux prochains axes plaideront en faveur d'une perception de la sécurité qui serait plus comme un bien que comme un capital, parce que, selon moi, il y a la capitalisation et l'optimisation de la sécurité comme acquis laisserait plutôt à désirer. Donc, la sécurité comme alibi, alors c'est un alibi pluriel. La sécurité comme alibi sert en premier lieu à contenir la société civile. Cette politique de containment s'inscrit à travers 3 instruments importants. Premier instrument, c'est l'instrument juridique qui, à travers... ce sont d'abord les préjugés qui façonnent une perception plutôt négative de la société civile pour des raisons idéologiques ou pour des raisons pratiques. Idéologique, il faut savoir qu'il y a un très large sentiment selon lequel la société civile et l'utilisation de la société civile, c'est l'importation d'un mode de gouvernance occidentale qui n'est pas toujours approprié à une société comme la société algérienne. C'est une perception extrêmement qui est très présente en Algérie. Et par rapport à la pratique, donc si on considère que c'est une démarche valorisant la société civile est un modèle importé, un modèle occidental importé, c'est aussi très souvent considéré comme une façon de faciliter des manipulations venant de l'extérieur avec l'usage redondant de la théorie du complot, de la main étrangère, etc. Le deuxième élément, c'est le verrouillage juridique. On verrouille les lois dont je parlais tout à l'heure en 2012 relatives soit aux partis politiques, soit à la société civile, aux associations, ont mis en place un verrouillage juridique extrêmement important dont le prétexte est la sécurité. À travers des restrictions extrêmement dommageables pour l'efficience de la société civile, notamment au niveau du financement, par exemple, au niveau des relations de la société civile avec les partis politiques. Donc, les nouvelles lois interdisent les financements extérieurs et interdisent que des liens organiques existent entre des associations et des partis politiques, toujours au nom de la sécurité. Et le deuxièmement, ce sont toute une série d'imprécisions qui laissent les associations dans une situation de zone grise,
notamment à travers les zones rouges que l'on a imposées, mais dont le contenu des zones rouges est complètement imprécis. Par exemple, les associations doivent veiller à ne pas aller à l'encontre des intérêts et des valeurs de l'État sans que les dites valeurs et les dits intérêts soient précisés de façon claire. Donc, au nom de la sécurité, on met des lignes rouges, mais le contenu de ces lignes rouges n'est pas précisé. Dernier élément, à travers la diabolisation ciblée de la société civile. Comment cette diabolisation se fait-elle ? Il y a on observe depuis, et ça s'est conforté depuis le printemps arabe, une catégorisation de la société civile, et on le verra aussi avec les partis politiques, en associations dites loyales, c'est-à-dire proches du pouvoir politique, des associations qui prennent position et qui soutiennent les décisions économiques ou politiques que prenne le gouvernement. Première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les associations qui n'adhèrent pas à cette démarche, qui s'opposent à une démarche de cooptation extrêmement forte néanmoins, et qui finalement se voient attribuer des étiquettes qui font qu'elles ont un statut suspect. Comme exemple, je citerai le cas de Barakat, qui est une organisation qui est apparue pendant la dernière campagne électorale de l'élection présidentielle, et qui s'est vue attribuer à qui que l'on a soupçonné d'être liés soit à des puissances étrangères, ou en tout cas d'avoir des velléités extrêmement dangereuses, menaçantes pour la sécurité du pays. Le deuxième alibi, donc non seulement la sécurité sert à contenir les actions de la société civile, mais elle sert également à contenir, à contrôler, à limiter, et je ne dis pas réprimer, contenir, limiter, contrôler les partis politiques. Comment cela se fait-il ? D'abord, l'arsenal juridique, là aussi, est très important. Et là aussi, on retrouve des points communs avec l'arsenal juridique régulant les actions, les activités de la société civile. Cet arsenal juridique est d'abord, il sert d'alibi à la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il émerge d'une partie qui n'est pas du tout impartiale, puisqu'il s'agit du ministère de l'Intérieur qui a le droit de reconnaître, d'agréer ou ne pas agréer un parti politique au nom de considérations qu'il n'a pas besoin de justifier. Et en même temps, et tout cela se fait grâce, encore une fois, aux imprécisions, aux zones grises que laisse la loi. Deuxième élément, les partis politiques sont eux aussi soumis à une classification qui s'impose aujourd'hui comme un fait accompli. Alors en Algérie, on ne parle pas de partis de l'opposition et de partis de la majorité. Le gouvernement est constitué de ministres qui appartiennent à plusieurs gouvernements, donc on aurait très bien pu parler des partis de la majorité et des partis de l'opposition. Le vocable utilisé aujourd'hui, ce sont les partis dits loyaux, Ahzab al-Moualat, en arabe, Moualat, c'est la loyauté, et qui a une connotation assez péjorative, même en arabe, et les partis de l'opposition. Et l'opposition, elle aussi, est divisée en deux catégories. Il y a l'opposition positive et l'opposition que l'on dénie, à laquelle on dénie pratiquement le droit d'exister et contre laquelle des campagnes médiatiques plus ou moins fortes sont menées. L'opposition positive, c'est celle qui s'oppose sans s'opposer, et c'est celle qui prend des positions favorables au moment les plus opportuns. Le dernier élément, il concerne la façon dont l'opposition est perçue et les peurs qui sont alimentées par rapport à l'opposition. Il y a la première peur qui demeure importante, c'est la peur du changement.
Et les positions des Algériens à l'égard du printemps arabe sont très largement dictées par le sentiment qui domine vis-à-vis du changement. Le changement est plutôt perçu comme chaos, comme retour à l'instabilité, retour à la guerre, retour au terrorisme, plutôt qu'une évolution positive. Le deuxième élément négatif, le deuxième spectre négatif qui est abordé, c'est le spectre du fils. Donc, non seulement le changement peut conduire au chaos, mais il peut également conduire à l'émergence d'un parti, d'une formation politique radicale, extrémiste, qui, elle aussi, produira, alimentera un retour en arrière qui n'est voulu par personne. Donc là encore, la sécurité est un alibi extrêmement fort. Le dernier élément, le dernier alibi, il s'inscrit dans l'actualité la plus brûlante. Dans la mesure où la sécurité aujourd'hui ne concerne pas seulement la sécurité nationale en termes de valeurs nationales, sociétales et nationales, mais il concerne aussi le jeu des institutions et le jeu des pouvoirs en place. D'abord, il est utilisé comme un instrument, comme un enjeu important dans les rééquilibrages des relations civilo-militaires en Algérie. Vous savez sans doute les changements intervenus récemment au sein de l'institution militaire, notamment dans les services de renseignement. Et donc ces rééquilibrages ont été présentés à l'opinion publique comme une volonté, comme un moyen de consolider la sécurité, comme un moyen d'optimiser les instruments nécessaires à la consolidation de la sécurité nationale. Le deuxième élément, puisqu'il y a rééquilibrage dans les acteurs essentiels, les acteurs clés du système politique algérien, avec recul d'un acteur en faveur d'un autre, il y a forcément intégration de nouveaux acteurs. Parmi les acteurs émergents aujourd'hui, ce sont les patrons, le patronat, et l'une des organisations les plus symptomatiques de cette émergence, c'est le FCE, qui aujourd'hui prend de plus en plus de place dans le jeu et dans le débat politique. Tout cela pour aboutir à quoi, à mon sens? À la consolidation de l'institution présidentielle au détriment des autres institutions. Là encore, cela se fait au nom d'une sécurité que l'on présente comme une sécurité civile pour une république civile. Le dernier point relatif à la sécurité, c'est une projection du présent vers l'avenir, une sécurité à repenser à travers deux éléments, le décloisonnement et la codirection. Décloisonner quoi? Décloisonner en premier lieu la sécurité dure de la sécurité soft, c'est-à-dire la sécurité de l'État, la sécurité personnalisée par les institutions de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police, la sécurité dure, de la sécurité humaine, de la sécurité économique, de la société sociétale. Le deuxième cloisonnement, c'est le décloisonnement relatif entre... Le deuxième cloisonnement, c'est celui qui concerne l'intérieur de l'extérieur, parce qu'il y a jusqu'à présent une perception territorialisée de la sécurité, comme si la sécurité de l'Algérie devait dépendre de la sécurité de son territoire, sans prendre en considération les aspects ou en tout cas les aspects transnationaux. La codirection, si on ne doit plus parler de sécurité de l'État, mais du régime politique, du pouvoir politique, la sécurité personnifiée et appliquée par les institutions de sécurité, on parlera donc de codirection. Et s'il doit y avoir d'autres acteurs, ce sont forcément les acteurs de la société, les partis politiques, les associations, les patrons, les médias, qui auront, j'allais dire quasi fatalement, un rôle de plus en plus important à jouer dans la sécurité de l'Algérie. La deuxième codirection, c'est de penser la sécurité de l'Algérie dans son aspect transfrontalier, et donc avec ses voisins,
Aujourd'hui, il est très paradoxal de voir que l'influence, en tout cas l'intérêt de l'Algérie pour son voisinage immédiat est très important, mais qu'il est jusqu'à présent pensé en termes sécuritaires, alors que dans le discours, il est pensé en termes économiques, en termes de développement. C'est un paradoxe que l'Algérie n'a toujours pas réglé, à mon sens. En conclusion, je voudrais inscrire la notion de sécurité, la sécurité de l'Algérie dans le temps et montrer le vécu assez difficile et parfois paradoxal de l'Algérie avec le temps. Il y a d'abord un retour réflexe au passé. Tout à l'heure, François parlait de l'Algérie des... Vous disiez quoi, l'Algérie des grandes convictions ? L'Algérie des certitudes, absolument. C'est l'Algérie des certitudes, c'est l'Algérie de l'âge d'or, l'Algérie des grands succès, et donc l'Algérie des références. Et aujourd'hui, on évoque encore cette période où les choses, où les grands projets non seulement faisaient sens, mais étaient extrêmement structurants, mobilisants et avaient un effet d'intégration nationale. Donc le retour réflexe au succès du passé, la lutte antiterroriste en fait partie, hein, je le signale. Deuxièmement, le retour repoussoir au passé. Parce que le passé n'est pas uniquement fait d'âge d'or, il est également fait d'une période sombre qu'on appelle en Algérie très sobrement la décennie noire, sans lui donner de nom concret. Et donc l'usage du retour repoussoir au passé sert aujourd'hui de véritable épouvantail. Enfin, le dernier rapport avec le temps, c'est, je crois, la lutte du passé, non seulement contre le présent, mais contre l'avenir. Et c'est sans doute le défi aujourd'hui que l'Algérie devra relever, notamment parce qu'il est indispensable de sortir de la sacralité du passé, mais parce qu'au niveau de la génération, au niveau de l'élite politique et au niveau de l'élite politique en place et au niveau de l'élite politique émergente, la transition générationnelle imposera fatalement une révision de la perception vis-à-vis du temps et vis-à-vis de la sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louisa. On aura l'occasion dans le débat de vous poser des questions très, très directes sur ce que vous avez appelé ce gap générationnel, qui est l'avenir immédiat compte tenu de l'âge du capitaine, hein, qui est un trait commun d'ailleurs à la Tunisie et à l'Algérie. Mais on va d'abord voir toutes les raisons pour lesquelles il est particulièrement important que la fonctionnalité du régime politique algérien passe la vitesse supérieure, parce que économiquement, le pays rentre dans des eaux presque aussi agitées que l'était le port qu'on a essayé de longer tout à l'heure et où on a failli tomber. Merci, Akram. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus écouter parler de l'Algérie, effectivement. Alors, je commencerai par une parenthèse pour répondre tout de suite à François sur la notion de printemps. Alors, je me dis qu'il y en a peut-être parmi nous, donc on va... Effectivement, il y a le octobre 88 en Algérie, première démocratisation. Alors, les Syriens disent qu'ils ont eu Hama en 1982. Et en Algérie, il y a tout de même les gens qui disent qu'il y a eu le printemps berbère, qui a été un grand moment d'agitation, de proposition et effectivement un moment démocratique, même si ça a été très vite réprimé. À l'époque, j'étais lycéen et je peux vous dire que ça avait quand même pas mal secoué le régime. Alors, l'économie. L'économie, comme Louisa l'a dit, effectivement, on est dans une situation assez difficile. Le point de départ est que il faut à la fois avoir une vision, je dirais, conjoncturelle des choses et une vision structurelle. Sur la vision conjoncturelle, je dirais que on connaît tous la situation. Ça fait à peu près plus d'1 an et demi, 2 ans que les prix du pétrole sont en chute libre. Ça tranche avec le début, 2012-2011, où on voyait passer des études qui nous annonçaient le baril de pétrole à $200. Aujourd'hui, il glisse lentement mais sûrement vers les $20 et on commence à voir aussi des études qui nous expliquent que ça peut durer des années, qu'il y a trop de pétrole sur le marché et que la demande étant tellement faible, il n'y a aucune raison pour que les cours remontent.
pour l'Algérie, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que structurellement, c'est un pays dont les recettes extérieures, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans les caisses de l'Algérie, l'argent en devise, je ne parle pas de l'argent intérieur, de ce qui est la fiscalité commune en dinars, mais les recettes extérieures, celles qui permettent à l'Algérie de s'inscrire dans l'économie mondiale, elles sont à 95% dépendantes des exportations de pétrole et de gaz naturel. C'est dire à quel point l'Algérie fait partie de ces pays qui sont totalement dépendants de la rente, qui sont accros aux hydrocarbures et qui, lorsque les marchés pétroliers sont en chute libre, eh bien, sont obligés de faire des économies ou en tout cas de commencer à les envisager. Et pourquoi je parle d'impression de déjà-vu ? C'est parce que l'Algérie a déjà connu ces situations-là. Au milieu des années 80, pour des raisons pratiquement, qu'on pourrait dire, comparables, les prix du pétrole se sont effondrés parce que l'Arabie saoudite, déjà, voulait mettre à genoux un certain nombre de producteurs, dont l'Iran. Et à cette époque-là, les prix du baril se sont effondrés et l'Algérie s'est retrouvée très vite dans une situation d'étranglement financier qui, coïncidence ou pas, a été suivie par les émeutes que l'on sait d'octobre 1988. Donc il y a tout de même une corrélation entre l'évolution des cours du pétrole et l'évolution, je dirais, de la contestation sociale en Algérie. Deuxième épisode, c'est les années 90, le milieu des années 90. Là aussi, après une période de relative hausse des prix, parce qu'il y avait eu la guerre du Golfe, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, les champs du Koweït qui avaient brûlé, les champs pétroliers qui avaient brûlé pendant plusieurs mois, le baril s'était repris, il y avait eu une espèce de relative abondance financière. Et là aussi, pour d'autres raisons, là parce que une erreur stratégique des pays producteurs de pétrole, donc l'OPEP, qui, pensant que l'économie mondiale redémarrait, s'est dit on y va, on va inonder le marché parce que c'est le moment de se faire un peu d'argent. Patatras, il y a la crise asiatique et là, le baril tombe autour de $10 et l'Algérie, là aussi, se retrouve totalement étranglée. Bon, la contestation sociale a été évitée à cette époque-là, tout simplement parce que l'Algérie était déjà, comme l'a dit Louisa, dans la période de la décennie noire, que personnellement j'appelle guerre civile. Et donc, je ne dirais pas que ça a été indolore, mais c'était une difficulté parmi tant d'autres pour l'Algérie. Autrement dit, nous en sommes aujourd'hui au 3e cycle, en moins de 30 ans. L'Algérie, après avoir connu une période faste, avec un baril, comme je vous l'ai dit, qui était à $110, aujourd'hui se retrouve avec un budget déficitaire et avec la perspective de devoir trouver d'autres recettes. À chaque fois, c'est le même problème fondamental et structurel. C'est-à-dire que lorsque les prix du pétrole sont élevés, on oublie les bonnes résolutions. On oublie l'idée qu'il va peut-être falloir réformer cette économie. On oublie l'idée qu'il va falloir prendre des décisions en termes d'incitation à la diversification de l'économie. Et dès lors que le baril chute, on revient à des discours un peu plus orthodoxes. On promet que cette fois-ci, on va vraiment s'y mettre, qu'on va rationaliser les dépenses, qu'on va faire attention à ne pas gaspiller l'argent, et ça dure le temps que ça dure. Et dès lors que le baril remonte, on revient à ces démons anciens, c'est-à-dire qu'on oublie les bonnes résolutions. Et là aussi, c'est l'histoire de l'Algérie, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un contre-choc pétrolier, donc des cours qui s'effondrent, il y a eu des programmes de réforme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé au ministère du Plan, au ministère de l'Économie en Algérie, qui ont travaillé sur la possible diversification de l'économie algérienne pour que cette dernière ne soit pas totalement dépendante du pétrole. Alors il serait vain de croire que l'Algérie peut sortir du jour au lendemain de sa dépendance pétrolière, mais elle pourrait la réduire.
elle pourrait la réduire. Plusieurs pistes existent. C'est un pays vaste, c'est un pays qui a quand même une agriculture qui a montré qu'elle pouvait faire des choses pendant très longtemps. C'est un pays qui a eu pendant très longtemps une base industrielle qui a été plus ou moins opérationnelle et qui pourrait demain renaître. Mais malheureusement, tous les efforts ou toutes les incitations à la diversification économique se sont avérés totalement vains parce qu'encore une fois, la rente, ce mal hollandais, comme on l'appelle, c'est-à-dire cet argent qui tombe du ciel, qui vous crée de l'inflation chez vous et qui fait que quelque part, on n'a pas trop envie de travailler, d'investir ailleurs, eh bien, il vous empêche d'avoir toute une vision de développement. À un moment donné, j'avais commencé à réfléchir à ça et c'était la mode où on trouvait des acronymes au pays, c'est-à-dire qu'on parlait des BRIC pour parler des pays émergents, Brésil, Russie, Inde et Chine. On parlait aussi des CIV parce que c'était ce qu'on disait dans 20 ans, ce sera les nouveaux BRIC. Alors les CIV, c'est la Colombie, l'Indonésie, bon voilà. Alors moi j'avais regardé, j'avais fait la liste de tous les pays pétroliers qui sont un peu dans la même situation que l'Algérie, c'est-à-dire des pays qui, dès lors que le baril va mal, sont étranglés. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait un très bon acronyme que je revendique pour eux, c'est les vilains. C'est-à-dire vous prenez les vilains, alors c'est le Venezuela, c'est l'Iran, c'est l'Algérie, c'est la Libye, c'est l'Iran, c'est le Nigeria, c'est l'Angola. Ces pays ont la même particularité qui est que quand le baril va bien, ce sont de vrais attraits pour l'économie mondiale parce qu'il y a de l'argent, il y a des importations, il y a de gros projets. L'Algérie, pendant 15 ans, a lancé, comme l'a dit Louisa, d'importants projets. Elle a lancé le projet d'une autoroute Est-Ouest, qui à lui seul pourrait faire un livre qui raconterait ce qu'est l'Algérie. On a terminé le métro d'Alger. Le métro d'Alger, là aussi, ça pourrait raconter l'Algérie. Je me souviens du premier coup de marteau-piqueur, du premier sondage, 1976-1977. Et bon, c'est un chantier qui a eu pas mal de difficultés et qui a été interrompu aussi à cause de la guerre civile, mais qui est terminé et qui aujourd'hui fait que, comme l'a dit un de mes confrères, Qadi Hassan, à Alger, le métro fait que les Algériens parfois sont quand même un peu moins malheureux qu'avant parce qu'ils peuvent se déplacer plus facilement quand ils sont en bas d'Alger. On a terminé aussi l'aéroport, ça a été une carcasse qui est restée là pendant très longtemps. Donc, il y a eu énormément de projets, beaucoup d'argent investi. Le logement, qui est le problème numéro 1 des Algériens, pour beaucoup d'Algériens, il y a eu des programmes de logement qui ont été lancés ici et là. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation, je dirais, où on s'interroge, on se demande d'abord, est-ce que l'histoire va se répéter ? C'est-à-dire que, puisqu'on parlait de sécurité tout à l'heure, est-ce que le fait que le baril chute, que l'État se rend compte que ses recettes diminuent, il va forcément être obligé de faire des économies. Certains grands projets sont déjà à l'arrêt. La grande question, c'est est-ce qu'on va toucher aux subventions ? Déjà, le FMI est en train d'hurler, de conseiller en disant il faut réduire les subventions, il faut les premiers produits de nécessité. Souvent, le terme réforme, quand il vient des grandes institutions internationales, c'est grosso modo, c'est une connotation vraiment de douleur et de souffrance pour les plus démunis. C'est-à-dire, est-ce que demain, donc, l'Algérie va faire ce genre de décision ? Que va-t-il se passer sur les questions d'investissement prioritaires pour le secteur de la santé et de l'éducation ? En gros, la grande question qui est posée aujourd'hui, au-delà de l'environnement régional incertain, c'est est-ce que cette grogne sociale plus ou moins récurrente, qui a été plus ou moins contenue pendant le printemps arabe, parce qu'il y avait de l'argent déjà à l'époque, est-ce que cette grogne sociale, ce mal-être d'une partie de la société algérienne, et cette revendication implicite à un mieux-être, même si on ne veut pas trop effectivement aller dans le changement violent, est-ce que tout cela ne va pas déboucher sur une nouvelle situation de crise, cela d'autant plus que nous sommes dans une ambiance de fin de règne,
qu'on s'interroge tous sur qui va succéder au président actuel et que la concomitance, la concordance de ces deux points, un secteur pétrolier qui n'est pas en forme et des incertitudes sur la succession de Bouteflika, c'est une vraie interrogation aujourd'hui. C'est une inquiétude sur la question de l'Algérie. Alors, bien entendu, les situations ne sont pas les mêmes. Si on compare ce qui s'est passé dans les années 90, en 90, l'Algérie a un genou à terre. Elle a un genou à terre sur la question sécuritaire. Je fais partie des gens qui pensent qu'on a échappé à un effondrement de l'État entre 1994 et 1996. Je pense que jamais l'Algérie n'a été aussi menacée sur le plan de la stabilité qu'à cette époque-là, parce que c'était des attentats quasi quotidiens, qu'il y avait des opérations d'envergure et qu'on sentait que les choses commençaient à aller mal. Mais en même temps, les caisses étaient vides. C'est-à-dire que l'Algérie, ses caisses étaient vides. Et troisièmement, le pays était endetté. Et il fallait rembourser. Et donc, c'est pour ça que l'Algérie, à cette époque-là, a fait appel au FMI, au Fonds monétaire international, et a été obligée d'enclencher des réformes qui ont été très douloureuses sur le plan social. Elles n'ont pas généré de contestation parce que c'était une période déjà difficile. Mais il faut savoir que l'Algérie a connu une vraie dévastation sociale dans les années 90. On en parle peu, mais il y a eu des milliers d'entreprises qui ont été fermées, des emplois qui ont été détruits, des gens qui se sont retrouvés au chômage, parce que c'était des entreprises publiques qui étaient inopérantes, qui n'étaient pas performantes et qu'on a fermées du jour au lendemain. Et alors aujourd'hui, la situation est différente parce qu'il y a encore une certaine aisance financière. Il y a une certaine aisance financière parce que pour la première fois de son histoire, depuis l'indépendance, l'Algérie a des réserves de change assez conséquentes. Alors c'est à peu près de l'ordre de 180 et 160 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Bon, ce n'est pas les réserves de change de la Chine qui atteignent les 3 000 milliards, mais avec en gros une moyenne de 200 milliards de réserves de change, ça vous permet de voir venir. Ça vous permet d'absorber des chocs et surtout, ça vous évite, en tant que gouvernement, d'aller frapper à la porte de certaines institutions internationales qui vont vous donner de l'argent, mais avec une contrepartie. Et ça, c'est l'un des gros cauchemars des autorités algériennes, des dirigeants algériens. Louisa en a parlé, elle vous a dit à quel point cette relation à l'étranger, elle peut être exploitée dans le sens de la dénonciation, etc. Là aussi, ce qui s'est passé dans les années 90 a laissé des traces, et c'est pas un hasard si, dès lors que l'argent a recommencé à rentrer dans les caisses, l'une des premières mesures que le gouvernement algérien a pris à cette époque-là, je parle du début des années 2000, ça a été de rembourser en grande partie la dette extérieure, et même d'accorder un prêt au Fonds monétaire international, donc de verser un peu d'argent au Fonds monétaire international, de manière à se prémunir de ce qui pourrait apparaître demain comme étant un retour aux fameuses conditionnalités, c'est-à-dire on vous donne l'argent, mais vous réformez. Donc ces réserves de change, elles donnent un coussin de confortabilité, de confort, de 2 ans, 2 ans et demi, maximum 3 ans. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que ces 2-3 ans vont être mis à profit pour réformer, et je vais parler des réformes, ou est-ce que, comme personnellement, je dirais, je le subodore, je le suppute, je le crains, c'est une certitude chez les dirigeants, nos dirigeants, de dire on a 2 ans à faire le dos rond, les prix du baril vont repartir à la hausse, et retour au business as usual. Il y a une partie d'un raisonnement en ce sens qui existe, c'est-à-dire de dire le pétrole, il y a des hauts, il y a des bas, on s'en est toujours sorti, on s'en sortira de nouveau. Bon, il y a tout de même on voit passer des déclarations sur il faudrait réformer l'économie algérienne pour qu'elle puisse se diversifier, et puisque nous sommes un peu le dos au mur, profitons-en tant qu'il y a encore un peu d'argent dans les caisses pour que ce soit moins douloureux qu'en 2020. Parce que si ça continue en l'état actuel, le train de vie de l'Algérie, c'est-à-dire grosso modo ses importations, ses maigres exportations et ses réserves de change,
c'est le retour à l'endettement d'ici 3-4 ans. Voilà. Donc il y a un délai quand même de grâce qui est accordé, contrairement à ce qui s'est passé dans les années 90. Toute la question maintenant est de savoir comment réformer. Et là, on rentre dans un débat qui est plus vaste, qui est le débat qui concerne la plupart des pays émergents. Quelle est la politique économique qu'ils doivent adopter? Quels sont les grands choix économiques que l'Algérie doit adopter? Tout à l'heure, lors de la présentation, vous parliez du monde diplomatique. Mon premier article pour le Monde Diplo remonte à 1993. Le titre s'appelait, de souvenir, « Introuvable modèle économique pour l'Algérie ». Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Je pense que j'aurais très peu de choses à changer et je pourrais le republier aujourd'hui presque en l'état. C'est-à-dire que là aussi, on a un souci en matière de lisibilité de politique économique. Officiellement, c'est la fin du socialisme. On n'est plus un pays socialiste, mais on ne sait pas trop ce qu'on est. On ne sait pas trop si on adopte une économie de marché. Alors, on a souvent cette expression d'économie de marché spécifique. Spécifique en quoi? Quid des grands principes fondateurs, justement, du passé de l'Algérie, la médecine gratuite, l'éducation gratuite, la collectivisation d'une partie des terres. Bon, ça, on est revenu là-dessus, sur ces 3 plans. Mais il y a encore, dans l'opinion publique, dans l'identité des Algériens, ce rattachement à ce qu'a été l'Algérie des années 70. L'Algérie, pendant très longtemps, a fait mine de s'inscrire dans la dynamique néolibérale. Le grand mantra, c'était on va adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. On disait, mais pourquoi adhérer à l'Organisation mondiale du commerce dans un contexte où l'Algérie produit peu? Elle importe. Elle n'a pas besoin de... On adhère à l'Organisation mondiale du commerce quand on a envie de doper ses exportations. Donc peut-être faudrait-il réfléchir à créer d'abord le tissu qui exporte et ensuite à adhérer. Donc ça veut dire toute une réflexion sur un éventuel protectionnisme. Et c'est des débats comme ceux-ci qui manquent. Et ils manquent pourquoi? Parce que la vie politique est verrouillée. Comme l'a dit Louisa, on est soit pour, soit contre le gouvernement. Et ces grands débats sont plus ou moins absents. Les forces de proposition que devraient être les partis politiques sont pratiquement inexistantes, ces partis étant souvent inaudibles. Or, on est là aussi dans une question de sécurité. C'est-à-dire qu'on a parlé de la sécurité sur le terrorisme, sur la relation avec la Libye, la relation avec la Tunisie. Mais par exemple, le fait d'appartenir au club des vilains fait que l'Algérie, aujourd'hui, a un vrai problème de sécurité alimentaire. C'est un pays qui est un des plus gros importateurs de céréales au monde, avec l'Égypte. Bon. Demain, il y a un embargo, pour une raison ou pour une autre, sur l'Algérie. Les conséquences sur la sécurité alimentaire de l'Algérie peuvent être absolument énormes. Et donc, ce n'est pas simplement l'idée de diminuer la dépendance au pétrole pour pouvoir exporter et avoir une ressource financière. C'est aussi comment on réfléchit à se dégager de cette dépendance à l'égard de l'extérieur. Dépendance aussi à l'égard en matière de sécurité financière. Je vous parlais des réserves de change. Il se trouve que ces réserves de change sont toutes investies pour la plupart en or et en bons du Trésor américain. Bon, c'est bien, on considère que l'Amérique ne fera jamais faillite, et donc l'Algérie achète des bons du Trésor américain. Donc en clair, l'Algérie finance d'une certaine manière le fait que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Mais rien ne dit que ça va être pérenne. Et donc, il y aurait dû avoir un débat sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent, ce surplus, quand les années étaient bonnes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'investit pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas de fonds souverains, à l'image de certains pays du Golfe?
Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas, on n'investit pas dans 3 ou 4 sociétés occidentales pour pouvoir avoir des revenus qui prépareraient l'après-pétrole? Il est dommage que tous ces débats aient été finalement escamotés au moment où tout allait bien, au moment où on a lancé tous les projets possibles et inimaginables, dont la Grande Mosquée d'Alger, à un moment où on a un système de santé en Algérie qui est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que les dirigeants peuvent se soigner à l'étranger, mais pour le reste de la population, c'est parfois dans des conditions difficiles, ou alors il faut aller dans des cliniques qui sont très très chères. Et donc tous ces débats ont été escamotés et on en revient à chaque fois à cette notion de vision politique, de projet national. Et ça ne peut pas exister s'il n'y a pas un débat national. Et c'est tout le débat, effectivement, sur la transition, parce que effectivement, l'idée d'un changement brutal, d'une mise à bas du régime qui viendrait, ça, je pense que beaucoup de gens n'en veulent plus. Le sondage le dit bien, n'en veulent pas. D'abord, il y a l'exemple de ce qui se passe un peu partout, et puis il y a l'exemple des années 90. Mais encore faudrait-il que la transition, et je termine par ça, et ça fait écho à ce qui a été dit au début, encore faudrait-il que cette transition soit réelle et qu'on ne soit pas finalement dans un entre-deux de perpétuation d'un régime qui, de toutes les façons, n'a jamais fait la moindre concession finalement au pluralisme et à l'ouverture du champ politique. Et je terminerai le dernier point, le verrouillage aussi du champ politique a permis l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux entrepreneurs. Luisa le disait tout à l'heure, le forum des chefs d'entreprise. Alors, pendant des années, le patronat algérien, c'était... Il faut rappeler que dans les années 70, dans le discours officiel, le secteur privé était qualifié de parasitaire. On en est loin aujourd'hui. On nous présente des gens comme étant des capitaines d'entreprise, des grands investisseurs, des gens qui promettent monts et merveilles. Bon, la réalité économique est que tout ce beau monde dépend du pouvoir politique parce qu'il a accès à des crédits bancaires auxquels d'autres entrepreneurs n'auraient pas accès et que la bonne santé de ces grands entrepreneurs, dits entrepreneurs, dépend là aussi de l'abondance financière dont bénéficie l'Algérie. Et là aussi, pour ces entrepreneurs, on va arriver à un moment de vérité. C'est-à-dire que dès lors que l'État pourra moins les aider et moins les soutenir, quelle va être leur capacité d'autonomie à l'égard de ce régime? Quelles vont être leurs capacités d'innovation? Et surtout, quelles réponses ils vont apporter à ce qui est le problème numéro un d'une partie de la société algérienne, en tous les cas la jeunesse, qui est le chômage. Donc tout ça pour dire que sur l'économie, beaucoup de gens se réjouissent, entre guillemets, du fait que le baril est en train de chuter en se disant ça va être le bon moment, on va enfin avoir une démarche rationnelle et cohérente en termes de politique économique. Peut-être, mais on peut craindre que cela se fasse, ma foi, dans la douleur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, on garde le micro à la main, mais on n'est pas les seuls à en avoir. Je crois qu'il y en a qui se promènent. Il y en a qui se promènent des micros? Oui, voilà. Et pendant que vous rassemblez vos idées, moi, je poserai 2 questions qui ne sont pas... Mais dans le meilleur des cas, Akram, cette nouvelle politique économique en Algérie, elle ferait quoi? Où se situent les oasis de diversification qui n'ont pas été cultivées jusqu'à présent? Et puis, Louisa, vous avez évoqué à toute vitesse ce que les observateurs de l'Algérie ont considéré comme un moment assez important, mais je vous ai entendu répondre sur RFI que c'était à tort. Pendant longtemps, on a dit que le pouvoir algérien est divisé entre, en gros, le DRS et l'armée, et le clan du président Bouteflika, plus étroitement associé à l'armée, aurait quand même marqué des points spectaculaires en marginalisant les deux têtes de gondole du DRS récemment. Et vous disiez, non, c'est pas si sûr que ça. On ne sait pas si... d'abord, la succession à la tête du DRS annonce un changement ou non. J'aimerais bien, moi, vous réentendre là-dessus. Mais on peut déjà prendre des questions, s'il y en a.
Sinon, on va considérer que tout le monde est Moi, absolument... j'ai peut-être... Oui, un micro, monsieur. Et puis, madame, pardon, oui. Oui, juste une question ou une remarque sur, d'un côté, cette grande présence de l'État et puis cette idée de dépendance extérieure, et puis de l'autre, quand même, une forte, je trouve, mobilisation de la société civile qui est prête à prendre de nombreux relais. Et moi, j'ai travaillé il y a 3 ans sur le plan national d'aménagement de l'Algérie et qui avait organisé des villes nouvelles, alors de façon tout à fait étatique, avec des villes de 350 000 habitants qu'on planifie, qui fait l'objet d'une loi, donc qui fige une image d'une ville de 350 000 habitants, avec des Coréens qui viennent de faire le schéma et des Chinois qui font les grandes infrastructures sur un modèle fonctionnel où d'un côté il y a les nouvelles technologies, de l'autre côté la santé. Enfin bon, donc s'il faut avoir une entreprise de nouvelles technologies, il faut faire toute la ville pour pouvoir la mettre au nord-ouest. En attendant, on commence par le sud-est. Donc tout ça a été... Et d'un autre côté, des gens qui construisaient ce projet d'une très haute qualité, donc qui avaient une conscience de la difficulté de ces projets et d'avoir un modèle extrêmement figé, et une mobilisation de la société civile. Mais comme rarement, moi j'ai vu, avec des laboratoires de recherche qui voulaient faire du projet et s'installer sur ce territoire, sur les plateaux arides, des entreprises qui avaient envie de construire des développements sur ce territoire, notamment autour de l'économie verte, et puis même les producteurs de moutons, qui avaient envie d'investir sur ce territoire. Donc il y a un terreau là extrêmement mobilisé de gens assez généreux, prêts à s'engager sur ce développement, et puis une difficulté d'écoute, quoi, et effectivement une trop grande confiance à l'extérieur. Merci beaucoup. On prend votre question, monsieur. Si vous voyez un micro se diriger vers vous, il arrive. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonsoir. J'ai suivi avec attention et avec intérêt vos deux exposés, et je trouve qu'effectivement il y a un lien entre les deux. Je vous en remercie. Et j'ai quelques remarques à faire, si vous me permettez. Je suis un ancien de là-bas. J'ai occupé beaucoup de fonctions. J'ai été universitaire. Et j'ai été contraint à l'exil à un moment donné de l'histoire de mon pays. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu l'Algérie de 62 à aujourd'hui. Et donc j'ai vu l'évolution à la fois sociale, politique et économique. Et il y a eu bien sûr des cycles, comme vous l'avez dit, monsieur Belkaïd, le cycle de l'Algérie socialiste, etc., de la gestion socialiste des entreprises, de la révolution agraire, des nationalisations des hydrocarbures, des mines, des banques, etc. Et c'était donc une économie planifiée, étatisée, bureaucratisée, accompagnée sur un terrain, sur le plan politique, de limitation des libertés, ou de suppression totale des libertés, sous la férule d'un parti unique, ultra-dominant, qui était le parti du FLN, et qui a étouffé toutes les velléités d'ouverture, de dialogue, de discussion, de débat, et qui a considéré que la société civile était inorganisée et que la population, pour ne pas dire le peuple, n'était pas mature pour pouvoir prendre en charge son destin, et que par conséquent les forces organisées, les seules forces organisées étaient les forces militaires. Et ce discours, on l'a toujours entendu. On l'a toujours entendu aussi bien dans les institutions qui avaient besoin de dialoguer, de discuter. Et on a toujours opposé cette société civile à cette organisation militaire qui était la mieux structurée, la mieux organisée. Le problème en Algérie est un problème éminemment démocratique et éminemment politique. Le totalitarisme intégriste, la violence ne sont pas tombés du ciel. C'est un processus historique. Et si on n'analyse pas ce processus historique dans un cadre local, c'est-à-dire algérien, mais plus grand, géopolitique plus grand, car, juste entre parenthèses, les forces rétrogrades qui se sont opposées à Nasser
dans les années 50, que vous avez certainement vu dans le documentaire qui est passé sur France 3 cette semaine, La Révolution des femmes, on voit très bien comment ces forces islamistes se sont opposées et comment elles étaient contre l'ouverture d'un dictateur, certes, mais d'un dictateur un petit peu éclairé. On l'a vu aussi face à Bourguiba, en Tunisie, comment Bourguiba a eu le courage politique de passer un certain nombre de lois et de jeter les bases d'une Tunisie qui pouvait prétendre à une égalité homme-femme et à s'inscrire dans le train du développement universel. Le problème de l'Algérie, il est là. C'est vrai qu'il y a eu des tâtonnements, c'est vrai qu'il y a eu du pilotage à vue, c'est vrai qu'on est passé d'une économie planifiée où les banques n'étaient pas des banques, c'était des administrations, et où les entreprises d'État, tout comme la fonction publique, ne faisaient que payer des salariés, et il fallait peut-être 4 personnes, recruter 4 personnes pour déplacer une table. Il fallait simplement trouver du boulot aux gens. C'est une réalité de terrain, et cette réalité, elle a duré jusqu'à la crise de 86. En 86, le président Chadli Benjedid avait fait 2 discours qui ont été très, très clairs en disant il n'y a plus rien dans les caisses. Et il va falloir se retrousser les manches et que l'économie rentière, ça ne peut plus. Et le système socialiste a montré ses limites. Nous sommes 3 ans avant la chute du mur de Berlin. Et c'est très important d'inscrire tout cela dans le temps. On va arriver à un questionnement, mais on vous saisit bien. Vous voulez qu'on... Ce que je voulais dire, vous permettez, j'arrêterai là parce que j'ai tellement de choses à dire. Je vous en prie. Je dis simplement que les bases d'un décollage économique, si vous permettez, pour décoller économiquement, il faut d'abord libérer les esprits, la liberté d'expression, la liberté des énergies à tous les niveaux, ne pas fabriquer un patronat à la solde du pouvoir et qui enrichit finalement 2 à 3% de la population au détriment de toute une population qui est toujours en attente. Ce n'est pas ça le capitalisme, le libéralisme. On est dans une économie informelle de bazar qui est plus développée aujourd'hui que l'économie structurée. Et nous n'avons toujours pas de projet économique, comme l'a si bien dit M. Belkaïd. Donc ça... Moi, je poserai le problème, et c'est là où je fais le lien, et je ne mets pas la sécurité comme un enjeu. La sécurité a été utilisée par des pompiers pyromanes à un moment donné, et il va falloir aussi que le peuple et les organisations, il faut croire que ce peuple a besoin de s'exprimer et qu'on ne doit pas le considérer comme éternellement mineur. Voilà ce que j'avais à dire. Merci donc, beaucoup. Le problème s'inscrit là-dedans. Merci. Oublier cette dimension du verrouillage politique qui expliquerait une partie des difficultés actuelles. On avait une dernière question, madame, vous voulez? Voilà. Et puis après, on va donner la parole au conférencier. On pourra refaire un tour. Merci. En fait, je pense qu'en Algérie, comme de partout dans le monde, c'est le cas dans la gestion des politiques européennes d'aujourd'hui, et je pense, et puis aussi nationale. Et je pense que, et on s'en rend compte aussi, ça se traduit aussi dans les politiques de développement, que l'économie commence d'abord par le local, c'est d'abord une question de territoire. Et je voulais savoir si en Algérie, on était conscient de ça, parce que je me rappelle qu'aux dernières rencontres économiques qui ont eu lieu ici en septembre à la Villa Méditerranée, où par ailleurs l'Algérie était très peu représentée, ça m'a surpris, il y avait quelqu'un du gouvernement, je crois que c'était le président du Conseil économique et social algérien qui était là, et qui nous a raconté qu'à la demande du président Bouteflika, il avait fait le tour du territoire algérien en voiture pour scruter, voir un petit peu ce qui se passait. Donc c'est grand l'Algérie, hein, et qui s'était rendu compte que ça se passait pas bien au niveau local du tout. Alors voilà, je pose la question, je veux savoir si dans les politiques, les futures politiques économiques publiques, on a prévu d'envisager de changer d'optique, de commencer par le territoire, et je pense notamment à l'agriculture, puisque l'Algérie est quand même deux traditions agricoles et une tradition avec laquelle elle n'a pas su renouer après la dépendance. Et puis la deuxième, juste une petite chose, je voulais savoir aussi, dans quelles raisons est-ce que le relatif abandon des territoires en matière de développement local et de développement économique en Algérie est lié à la fois à des bandes plus ou moins
plus ou moins anarchiques. Je pense notamment à des reliquats de Al-Qaïda, pas Al-Qaïda, oui, c'est ça. Pardon, oui, le GI, des reliquats du GIA, mais aussi au trafic de drogue. Bon, parce qu'on là, sait que maintenant, ça passe par l'Algérie. Moi, mais c'est curieux, votre question, elle me rappelle que quand j'étais tout petit, j'entendais le président Boumedienne qui avait dit on va construire l'appareil d'État en commençant par la commune et ensuite seulement on passera à la wilaya. Il y a eu tout un discours à un moment de développement de l'Algérie où on mettait l'accent sur le local, peut-être parce qu'on avait peur d'arriver au niveau national où il fallait résoudre un certain nombre de questions de distribution du pouvoir. Mais l'État algérien a en tout cas beaucoup parlé de l'importance de développer un niveau local. Mesdames et messieurs, madame, allez. Pourquoi c'est toujours moi qui dois commencer? C'est parce que c'est la journée du 8 mars. Oui. Quel cadeau. Oui, absolument. Bien, par où commencer? Par votre question déjà, François. Celle relative aux restructurations civilo-militaires, est-ce qu'elle représente un changement profond ou un changement superficiel? Pour être explicite, peut-être tout le monde ne se souvient pas de Médienne, de l'Armari, de ces grands symboles du pouvoir sécuritaire en Algérie qui ont été mis sur la touche depuis quelques mois. D'accord. C'est depuis quelques années. Donc le processus a commencé, on va dire, depuis le deuxième mandat du chef de l'État. Ce deuxième mandat a été réalisé grâce à la neutralisation du chef de l'état-major et l'émergence encore plus forte du chef des services de renseignement. Donc c'est un premier tournant qui a été important et qui a exprimé ou qui s'est traduit par un déséquilibre des forces ou un rééquilibrage des forces, une alliance entre... Bon, c'est-à-dire qu'il faut revenir dans l'histoire. Vous savez, l'Algérie, à l'indépendance de l'Algérie en 1962, on a dit deux choses. Deux institutions ont précédé l'indépendance de l'Algérie. La diplomatie et les services de renseignement, ainsi que l'armée. Donc l'Algérie est née avec une diplomatie extrêmement active, extrêmement dynamique, et des services de renseignement et une armée, que vous avez dit organisée, extrêmement forte aussi, pour des raisons que tout le monde connaît, la guerre de libération. Donc depuis l'indépendance, les relations civilo-militaires ont toujours basculé entre des équilibres entre les tenants principaux du pouvoir politique. Donc je reviens donc à 2004. Il s'agit du deuxième mandat du président Bouteflika, un mandat qui s'est réalisé grâce à la neutralisation donc du chef de l'état-major, Mohamed Lamari à l'époque, et avec le soutien du chef des services de renseignement. Depuis lors, une alliance forte s'est donc établie entre la présidence et les services de renseignement au détriment de l'état-major. Cette alliance a évolué dans le temps, je pense, de la façon dont l'institution présidentielle l'a voulu, parce qu'en fait, le but, je crois, du président de la République n'était pas de renforcer un camp par rapport à l'autre, donc l'état-major par rapport au service de renseignement, mais de parvenir à neutraliser les deux. Et donc, depuis 2004, on assiste à des rapprochements et des éloignements, des renforcements et des affaiblissements de l'un vis-à-vis de l'autre. Le dernier épisode en date remonte à septembre 2015 avec la mise à la retraite du chef des renseignements algériens. Donc un très gros débat a eu lieu, une mise à la retraite qui était attendue, puisqu'elle avait même été annoncée par un journal algérien quelque temps auparavant. Donc un débat a donc succédé à cet événement relatif à est-ce la fin des services de renseignement algériens, est-ce une réémergence de l'alliance entre la présidence et l'état-major, est-ce le début de la civilianisation du régime, comme le chef du FLN ne cesse de le répéter.
En fait, pour moi, le débat n'est pas tant est-ce que c'est l'état-major qui revient en force ou est-ce que ce sont les renseignements qui sont en recul, dans la mesure où, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas de voir comment se rééquilibrent ou se neutralisent ces trois acteurs importants, mais plutôt comment est-ce que l'évolution de ces jeux d'alliances et de mésalliances peuvent contribuer non pas à la civilisation du régime politique, mais à sa démocratisation. La raison pour laquelle j'avais exprimé quelques doutes sur l'importance de cet événement en tant que tel, c'est parce que il n'allait pas, à mon sens, dans le sens d'une démocratisation. Le renforcement du pouvoir présidentiel, s'il s'appuie sur une structure militaire, n'est pas pour moi une démocratisation. Le renforcement du pouvoir présidentiel, s'il s'appuie sur le maintien d'un président en faisant usage de l'arme économique, de l'arme de la peur, n'est pas pour moi la démocratisation du système. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais mis quelques doutes sur l'importance de l'événement, même si c'est effectivement un événement important dans les différents feuilletons qui animent la vie politique de l'Algérie. Bien. Par rapport à la mobilisation de la société civile face à l'omnipotence de l'État, je crois effectivement que c'est un aspect qui me rendrait plutôt optimiste. Toi qui as terminé par une note extrêmement pessimiste. Je ne suis pas très optimiste de nature, mais je crois effectivement... Je fais partie de ceux qui considèrent que les difficultés économiques actuelles sont une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas vécu de façon aussi intense les précédentes crises économiques, mais je vois des différences avec 86, 94. Et je crois qu'il y a des raisons de croire que les difficultés économiques actuelles peuvent déboucher sur des réformes qui ne soient pas des réformettes économiques. Quelques-unes de ces raisons sont précisément liées au fait que les demandes sociales sont beaucoup, beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant, qu'elles ne l'étaient dans les années 80. Les Algériens se sont habitués à une consommation, à un mode de vie qui est largement au-dessus de leurs moyens, ça c'est évident, mais en tout cas, ils s'y sont habitués. Et aujourd'hui, lorsque le câble d'Internet est endommagé, les Algériens sont très très malheureux parce qu'aujourd'hui, les connexions ont pris une importance capitale, non seulement dans la vie quotidienne, mais dans la vie économique également, dans la vie médiatique également. L'État, depuis déjà quelques mois, a montré, tu parlais des subventions, il y a déjà eu des signes d'une remise en cause des subventions, ne serait-ce par rapport à l'augmentation des prix de l'énergie, qui était considérée comme un tabou qu'il ne fallait absolument pas toucher. L'électricité a augmenté, les carburants ont augmenté, ça n'a pas fait plaisir aux consommateurs algériens, mais en même temps, ça a libéré un peu les routes qui sont très embouteillées à Alger. Et je vais faire le lien avec le développement local. Hein. Et j'aimerais citer en exemple l'épisode des manifestations de Ain Salah, qui est une wilaya dans l'extrême sud de l'Algérie, qui pendant des mois a vibré sous les manifestations de la population opposée à l'exploitation des gaz de schiste. C'est un événement quasi unique dans la mesure où il est assez rare, pour ne pas dire rarissime, que des manifestations se fassent de façon régulière et de façon totalement pacifique. Ce qui démontre que malgré la faiblesse des organisations, la faiblesse des partis politiques, l'absence de débat sur l'avenir, sur comment élaborer des réformes économiques et politiques importantes, il y a un retour vers le local. Et François, vous disiez tout à l'heure que Boumediene parlait de la commune. Même en deçà de la commune, c'était à l'époque la cellule, Khaliyat al-Hizb, la cellule du parti.
qui représente encore une structure encore plus petite que la cellule. C'est dire à quel point on pensait le développement au niveau micro. Et je crois que les difficultés de l'État, donc le recul de l'État-providence, ne peut que responsabiliser et pousser les Algériens à l'autonomie. Ce ne sera pas du tout chose aisée, hein, parce que quand on parle d'une économie rentière, il faut bien se rendre compte à quel point les Algériens ont bénéficié de la redistribution de cette rente. Ce n'est pas une redistribution factice, ce n'est pas une redistribution virtuelle, même si elle s'est faite de façon inégale, bien entendu. Hein. Il y a eu des catégories sociales qui ont été plus nanties que d'autres, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est l'ensemble des Algériens qui en ont bénéficié au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des emplois, 4 pour déplacer une table. Et donc, les Algériens se sont habitués à ce genre de... Et je crois que le plus grand des enjeux, quand tu parlais de comment réformer l'économie, c'est de rétablir le travail comme une valeur sociale, parce que je crois que le plus dur, finalement, à venir, ça va être de convaincre notamment les jeunes qui se plaignent du chômage, mais qui en même temps l'alimentent, parce qu'il y a une répugnance vis-à-vis de certains emplois, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Algérie est importateur de travailleurs immigrés venus des pays limitrophes. On est en train de reproduire ce que la France a fait. Et, malheureusement, on imite beaucoup dans les choses négatives. Et convaincre et reformater, j'allais dire, la culture algérienne pour la remettre dans le travail productif, c'est peut-être ce qui va être le plus compliqué à faire. Aujourd'hui, dans certaines wilayats, Madame parlait de l'agriculture, il y a une production, il y a un surplus de production de certaines céréales, de certaines productions. Les pommes de terre, par exemple, sont encore sous terre parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour... Exactement. Donc, c'est un problème qui se pose de façon... et qui va se poser de façon de plus en plus difficile si les politiques de subvention, si les acquis sociaux sont remis en cause, ce qui, à mon avis, sera le cas. Par rapport au trafic, j'ai pas bien saisi la question des trafics de drogue et de... On va laisser la drogue se distiller et on y reviendra, faire effet. En fait, c'est une réponse un peu générale. Pour en revenir à la relation particulière que les dirigeants algériens, que le système algérien entretient avec sa population, c'est qu'on a affaire à un système politique qui, effectivement depuis l'indépendance, mais jusqu'à aujourd'hui, ne fait pas confiance à son propre peuple. C'est-à-dire qu'il y a... Et la réciproque est vraie, hein, même si effectivement il y a eu quelques améliorations de score depuis le printemps arabe, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles le gouvernant et gouverné sont d'accord, par exemple le fait qu'une grande majorité d'Algériens est opposée à ce que l'armée algérienne intervienne en Libye, par exemple. Ça, c'est un truc, quelles que soient les opinions politiques en Algérie, la majorité des gens y sont opposés et donc sont assez contents que leur pouvoir ait adopté cette position. Mais voilà, je pense un des problèmes fondamentaux de l'Algérie, c'est que on pouvait penser qu'à l'indépendance, vu la raréfaction des ressources humaines, une poignée de gens disent on va construire un pays et on verra ensuite. Bon, à la limite, on a dans nos familles des aînés qui ont essayé de, comme ils disent, de bâtir l'Algérie dans une situation de pénurie, de départ massif des Européens, d'inexistence d'expertise. Il a fallu, par exemple, l'un des exploits de l'Algérie, ça a été de garantir la rentrée scolaire en 1962, en septembre 62, ce qui était loin d'être gagné. Bon, mais aujourd'hui, on est en 2016, il y a 40 millions d'habitants, il y a une expertise, des intelligences, des énergies. Quand vous allez en Algérie, l'une des choses qui saute aux yeux, vous avez parlé de la société civile, c'est effectivement cette énergie qui est là, cette expertise. Il y a
on va pas plaider, je ne vais pas plaider pour ma chapelle, mais il y a une diaspora qui est aux quatre coins de la planète et qui est porteuse de compétences. Il y a une jeunesse, il y a du capital, il y a de l'eau encore, il y a de l'énergie. Bon, normalement, tout ça, ce sont tous les ingrédients qui sont nécessaires au décollage économique. Quand on étudie ce qui s'est passé en Asie, on a la démographie en Asie du Sud-Est, on a tous ces ingrédients-là, tous ces facteurs de départ. Simplement, on a encore cette relation je dirais, de propriétaire qu'entretient le pouvoir algérien à l'égard de l'Algérie. Et ce manque de confiance, ce refus finalement d'ouvrir les vannes et d'admettre aussi l'idée, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais il faut quand même en parler, d'admettre l'idée que l'enrichissement de la majorité ne nuit pas à l'enrichissement de la minorité dirigeante. Ça, c'est la clé fondamentale de la modification en Algérie. C'est-à-dire que les privilèges, les pots de vin, la corruption, les rentes de situation, elles sont aujourd'hui finalement le principal obstacle à la libéralisation, à la libération des énergies en Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est vu comme étant des dangers pour des monopoles. C'est-à-dire que grosso modo, on se dit que autoriser le démarrage d'activités productives, productrices, ça va empêcher la captation par les importations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font rien d'autre que d'importer et de revendre. Bon, sauf que c'est les transformations classiques d'économie de rente vers des économies productives. Et les pistes existent, c'est-à-dire que on l'a vu récemment, il y a eu pas mal d'études, il y a eu des gens qui sont venus d'un peu partout, qui sont constitués en collectif, qui ont fait des propositions au gouvernement algérien, qui ont été entendus poliment parce que alors ils se sont appelés Nebni, donc on construit. Donc c'est des gens, certains sont directeurs de division à la Banque mondiale, d'autres travaillaient pour McKinsey. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des intelligences assez de haut niveau. On les a écoutés, on leur a donné une salle, ils ont fait plein de propositions. La presse algérienne les a écoutés, a relayé leurs idées sur comment diversifier l'économie. Par exemple, le solaire. L'Algérie, c'est des milliards de barils qui se déversent au mètre carré dans le désert et on n'est pas capable d'avoir une industrie du solaire. C'est dommage. L'agriculture, la jeunesse, l'informatique, le nombre d'ingénieurs que l'Algérie a formés. Donc, les propositions sont sur la table. Simplement, on sent bien que l'ouverture est la chose à laquelle le système est le plus méfiant, vis-à-vis de laquelle le système est le plus méfiant. Et c'est ce qui, à mon avis, la question, c'est comment va se faire le déclic. Et on voit bien qu'il y a des résistances. Je viens de vous parler de ce collectif Nebni. Je suis personnellement persuadé que c'est à cause d'eux, j'en connais quelques-uns, c'est des copains, que c'est à cause d'eux qu'une loi vient d'être votée pour interdire aux binationaux d'avoir des postes de responsabilité en Algérie. Parce qu'ils sont allés en Algérie, la plupart sont des binationaux, ils ont fait de beaux discours, et je suis certain qu'une partie du système s'est dit « oulala, danger ». Ces gens-là, s'ils rentrent, nos rentes, ça risque d'être remis en cause. Donc, c'est peut-être un ennemi. Il y a l'ennemi intérieur, mais il y a l'ennemi national à l'extérieur. Et on va s'arranger pour mettre des chicanes, pour l'empêcher demain d'être une force de changement et de contestation. Mais voilà, donc c'est un système dont c'est vraiment un mystère. C'est comment on va arriver à le convaincre que le changement peut être bénéfique et que peut-être à la limite, il va y trouver son compte. Et ça, on n'y est pas encore arrivé. Hamrouche, dans les années 90, a cru qu'il allait le réaliser. C'était un Premier ministre réformateur. Ça n'a pas marché. Donc, on en est là. Et la corruption, à mon avis, est l'un des plus gros... Avec cette restitution de la valeur du travail, la corruption est l'un des plus gros obstacles aujourd'hui à une démarche, je dirais, de réforme et de changement. Et pour en finir sur ce point, ma crainte aussi, c'est qu'on aille vers des réformes,
mais que, et là j'exprime un sentiment, une position à ma foi assez politique, mais que ce soit encore une fois les plus démunis qui en payent le prix. C'est-à-dire moi je suis favorable à une démarche libérale, mais au sens anglo-saxon, c'est-à-dire de libération des énergies, de liberté, mais je vois d'un très mauvais œil tous ces discours sur le moins d'État, le retrait de l'État, le retour des privatisations. Alors effectivement, l'État algérien doit être réformé, modernisé, il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'ai peur qu'on ne bascule dans un scénario comparable à ce qui s'est passé dans certains pays de l'Est après la chute du mur de Berlin et l'adhésion à l'Union européenne, et ça va être dommage pour ce que l'Algérie a représenté à un moment donné ou à un autre comme, ma foi, comme projet phare dans ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Merci beaucoup, ça a été dit gentiment, poliment, mais personne ne pourra nous reprocher d'avoir euphémisé à l'extrême les contradictions inhérentes au système politique algérien. C'est dit gentiment, hein, mais je crois que ça a été dit et ça devait être dit. Je pense qu'on a usé de notre capital de temps. Avec l'autorisation de Madame la Directrice, allez, on prend 2 questions, mais ce seront des très bonnes questions, énoncées brièvement, et après on se séparera. Alors, allons-y. Bon, sur Inch'Allah, je voulais vous demander la question, donc ça y est, mais il y a quand même une caravane algérienne qui vient d'Inch'Allah, qui est arrivée à Marseille pour exposer le problème. Donc c'est le local qui s'épanouit au-delà sur les 2 rives. Deuxième question, c'était plutôt à Akram. Est-ce que le poids des lobbies de l'import-export n'est pas quelque part supérieur à celui des militaires et autres? Mais bon. il l'a dit. Un des modes de fonctionnement de ces lobbies, c'est de capter les transactions du commerce extérieur. Alors, il y a une relation organique. D'accord. Il n'a pas besoin de le dire, je le dis à sa place. Mais on nous raconte toujours les militaires. Je veux pas défendre les militaires. Non, mais c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et il y a peut-être des militaires derrière ceux qui captent les contrats internationaux. Hein. Bon, et ma dernière question, est-ce que l'état d'urgence existe en Algérie? Non. Oui, bon, alors il y a plusieurs façons de répondre. On se contentera de dire non. Et moi, je me contente de vous suggérer de revenir le 12 avril. Il y a d'autres conférences en attendant, mais le 12 avril, on abordera un dossier qui est complexe, où il y a beaucoup à apprendre. Là, on peut même pas dire c'est faussement familier, c'est le dossier des Kurdes. Hein. Comment la revendication de ces gens qui ont vécu la décolonisation et l'effondrement de l'Empire ottoman sans avoir le minimum vital, ceux qui ont été déçus, hein, comment il y a une interférence avec les printemps arabes, mais surtout avec la crise syrienne. Hein, et on aura, alors on puise beaucoup dans les ressources du monde diplomatique, mais il y aura aussi quelqu'un, Alan Caval, que vous voyez, que vous lisez régulièrement dans le monde diplomatique, avec un petit jeune, parce qu'il faut de temps en temps renouveler aussi. Hein, voilà, non, mais là, non, je suis désolé, on va tourner la page du 8 mars, mais il y aura un petit jeune géographe, oui, je vais me faire assassiner, je sais, qui s'appelle Félix Poyer. Mais donc, rendez-vous le 12 avril, merci beaucoup de votre fidélité et bonne soirée à tout le monde. Allez, venez, on posera la question en privé. Non, c'est pas une question, en fait, c'est dans la continuité de la conférence d'aujourd'hui. Vous avez parlé, Akram, aujourd'hui de la diaspora et de justement la jeunesse algérienne. Et c'est pour informer en fait l'auditoire qu'on organise une conférence samedi prochain sur la question du devenir de l'Algérie et de la diaspora justement. Qu'est-ce qu'apporte sa diaspora ici en France et justement par rapport à l'Algérie. Voilà, ce sera au CRDP de Marseille, donc au boulevard d'Athènes, et ce sera le 19 mars, samedi, et vous êtes tous invités à venir débattre à 17h. À 17h au CRDP, on vous attend. Merci. Ouais, samedi 19. Bah, excusez-moi, merci. Merci Jean-Pierre. L'avant-dernier week-end de novembre. Et à chaque fois on fait des actes, et là je vous donne le dernier. D'accord. On avait fait ici sur le Moyen-Orient. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à vous. Bonjour Akram, je voulais me présenter, je suis Nicole Enfant. Et je suis une lectrice du Blédard chaque fois qu'il arrive et chaque fois que je suis à Marseille. Ah bah c'est gentil à vous. Merci. Non, vraiment, je me régale à chaque fois. Pardon. Oui, très bien. On voulait faire la Villa Méditerranée, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé un mail, 2 mails avec. Comme c'était dans la continuité de mon message, j'allais de répondre, donc on a eu le CRDP. C'est dommage. Tenez, je vous laisse ça. Ah bah oui. Voilà. Moi j'avais depuis l'indépendance. Et puis après, dans ce ouvrage-là.